Les néoconservateurs les plus bellicistes commencent à l'admettre. Robert Kagan, l'un des architectes intellectuels de toutes les guerres américaines des 25 dernières années, vient de publier un texte dans lequel il reconnaît que l'Iran a battu les États-Unis. C'est un séisme. Et ce n'est que le début de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, on est dans une sorte de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la paix. C'est une pause dans laquelle les deux camps se repositionnent. Et dans cette pause, l'Iran avance ses pions avec une calme assurance pendant que les États-Unis s'agitent dans tous les sens sans stratégie cohérente. Regardons ce qui se passe concrètement. L'administration Trump menace de reprendre les frappes militaires contre l'Iran. Les médias israéliens répètent en boucle que la décision serait imminente. Et en parallèle, la marine américaine vient de déployer un sous-marin nucléaire dans le détroit de Gibraltar. Et ce déploiement a été rendu public, ce qui est rarissime. Ce genre d'annonce ne se fait pas par hasard. C'est un signal, une tentative d'intimidation. On agite la menace nucléaire pour faire pression sur l'Iran dans les négociations. Sauf que l'Iran n'est pas impressionné. Des responsables iraniens ont déjà répondu publiquement qu'ils avaient eux aussi un plan en cas d'utilisation d'armes nucléaires. Le message est clair. Vous escaladez, on escalade. Et c'est là que la situation devient vraiment inquiétante. Parce que si les États-Unis reprennent les bombardements, ils vont le faire avec des stocks de missiles Tomahawk et de missiles JSM qui sont déjà sérieusement entamés par les semaines de conflits précédentes. Ces systèmes ne se fabriquent pas du jour au lendemain. Ils nécessitent des terres rares que les États-Unis n'ont pas et que la Chine contrôle. Et la Chine est justement en train de restreindre ses exportations. Autrement dit, les États-Unis seraient en train de vider leur arsenal sans avoir la capacité de le reconstituer rapidement. C'est une vulnérabilité stratégique majeure. Et pendant ce temps, que fait Trump? Il prend l'avion pour Pékin, il part négocier avec Xi Jinping alors que les drapeaux iraniens ornent encore les avenues de la capitale chinoise après la visite du président iranien. Ce détail en dit long sur où se situe vraiment l'alignement diplomatique. La Chine et la Russie parlent ouvertement d'une nouvelle architecture de sécurité internationale, une architecture qui exclut les États-Unis. Et ce n'est pas de la rhétorique, c'est un projet concret qui avance. Parlons maintenant de l'Iran et du détroit d'Ormuz, parce que c'est là que se joue l'essentiel. L'Iran contrôle ce détroit, et il l'a dit clairement. Ce contrôle fait désormais partie de sa souveraineté. Ce n'est plus négociable. Et certains responsables iraniens évoquent même une redéfinition de la zone, une expansion de ce que signifie concrètement ce contrôle. Pendant les semaines de conflits actifs, l'Iran frappait 2 à 3 fois par jour des cibles dans les pays du Golfe, en Jordanie et en Israël. Il dispose pour cela d'un arsenal impressionnant. Sous-marins miniatures, drones sous-marins, drones de surface, missiles de défense côtière dissimulés dans des grottes, drones aériens longue portée et missiles balistiques à courte et moyenne portée. Quiconque pense qu'un destroyer américain peut simplement traverser ce détroit en tirant quelques missiles n'a aucune idée de la réalité du terrain. Les conditions posées par l'Iran pour un règlement définitif sont connues. Elles ont été transmises par écrit à Washington. Fin des hostilités contre les Palestiniens et le Liban. Libération des fonds iraniens gelés. Levée des sanctions. Reconnaissance du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Et paiement de réparation pour les dommages causés par la guerre. Ces conditions n'ont pas bougé d'un millimètre. L'Iran utilise d'ailleurs les frais de passage du détroit pour financer ces réparations, ce qui en fait un mécanisme économique autant que géopolitique. Et le blocus américain, il est présenté comme une pression économique décisive sur l'Iran. C'est faux. L'Iran a accès à la Russie via la mer Caspienne.
Il a une ligne ferroviaire qui vient de Chine en passant par Tashkent. Il a 7 routes terrestres reliées au port pakistanais. Les exportations et importations continuent. Penser que l'Iran est au bord de l'effondrement économique, c'est se raconter des histoires. Et ces histoires ont un coût. Parce que pendant que Washington se berce d'illusions, les conséquences économiques réelles commencent à se faire sentir. Pensez à ce qu'implique la fermeture du détroit d'Ormuz. Entre 20 et 35% des approvisionnements mondiaux en pétrole, en gaz naturel liquéfié, en soufre, en hélium et en uranium ont été brutalement interrompus. Ces 5 matières premières ne touchent pas qu'un seul secteur. Elles traversent toute l'économie mondiale. Et on n'a aucun précédent historique pour mesurer l'impact d'une telle interruption simultanée. Les signes concrets arrivent déjà. Une grande entreprise d'engrais vient de publier des résultats désastreux avec des pertes opérationnelles de centaines de millions de dollars au premier trimestre 2026, directement liées à la flambée du prix du soufre. Toyota vient d'émettre un bulletin de service pour dire à ses clients d'utiliser une huile moteur de substitution parce que la raffinerie Shell au Qatar qui produisait une huile de base spécifique est hors service. Des fournisseurs d'huile moteur ont averti des grandes chaînes de distribution qu'ils n'avaient plus de produits à livrer. Ce sont des signaux faibles, mais ils annoncent quelque chose de beaucoup plus grand. Quand tout cela se combinera, prix de l'énergie en hausse, pénurie dans les rayons, inflation qui accélère, la population américaine le ressentira directement. Et aucun président ne peut ignorer indéfiniment les conséquences économiques de ses décisions de politique étrangère. Le marché des dérivés financiers, estimé entre 600 et 700 000 milliards de dollars, est structurellement fragilisé. Si une partie de cet édifice commence à s'effondrer sous l'effet des chocs économiques en cours, on sera face à une crise pire que 2008. Peut-être comparable à 1929. Avec une différence de taille, en 1929, il n'y avait pas eu d'interruption simultanée de 5 matières premières critiques à l'échelle mondiale. Et dans ce contexte, les États-Unis dépensent. La guerre contre l'Iran a déjà coûté au bas mot plusieurs centaines de milliards de dollars. Certaines estimations parlent d'un chiffre qui s'approche des 500 milliards, voire davantage. Et 39 appareils militaires ont été perdus rien que dans la première phase du conflit. Le remplacement de chaque appareil coûte des centaines de millions. Tout cela dans une économie dont le ratio dette sur PIB dépasse 120% et dont la monnaie est fragilisée par des pays qui commencent